On a commencé. On a commencé. Je vous remercie. Prends comme un repère la maison d'Empara. Ça c'était. Et cette société a cessé toute activité. Et quand le régime de Massamba Deba est venu à prendre les rênes du pouvoir, il y avait des équipes de gens très dynamiques, plein d'idées dans la tête, avec à la tête le professeur Pascal Lissouba, qui ont voulu absolument donner un visage neuf à nos quartiers et à prendre beaucoup d'initiatives à caractère économique et social. C'est ainsi qu'ils ont créé l'Office congolais de l'habitat, qui était dirigé par un architecte qui est mort il y a peut-être une dizaine d'années, M. Bakransi. Et la spécificité de la construction de ce quartier peut étonner. Ils avaient d'abord asphalté les artères, ils ont créé les rues, les ont goudronnées avant de construire les maisons. Donc les premières maisons, c'est celles que l'on voit quand on rentre du côté de Bikoumou. Bon, je prends le cas du professeur Lissouba parce que j'ai séjourné chez lui un certain temps. Et il y avait le ministre Ombessa, il y avait le docteur Tchipoundji, il y avait Van den Rezel, enfin ceux qui avaient comme cadre congolais qui n'avaient pas de pied à terre ont pris pied à l'OCH. Il y a un détail que j'ai oublié, quand ils ont tracé ces maisons, ils ont prévu des parkings pour les voitures. Bon, après, avec les vicissitudes que connaît le Congo en matière d'investissement, la société s'est essoufflée. Il y a le fonds de la construction qui a pris la relève. On devait s'inscrire pour obtenir une maison. Et c'est là qu'on a commencé à construire les premières maisons, celles qui ont été occupées par les Tister. Bon, le reste, je n'étais pas ici. On a construit avec Sébico les maisons que l'on voit qui sont en face de l'asile psychiatrique, tous ces rangées de maisons. Après, ça a été Sokoji. Après, c'est Soprime. Il y a une spécificité de l'OCH que j'ai moi-même saisie de façon concrète, c'est que les adultes et les parents qui y vivaient ne se fréquentaient pas. Bon, ils pouvaient se fréquenter par rapport à leur relation de travail, s'ils étaient dans le même bureau, ou alors ils étaient originaires d'une même région et se fréquentaient. Et justement, ce que vous faites est quelque chose de très important et étonnant et novateur, parce que après la guerre, le phénomène le plus marquant a été que les enfants se sont retrouvés entre eux et les parents ont appris à connaître les
enfants des autres par leurs enfants. La communication est venue par là. Moi, j'ai été le premier surpris à voir que les enfants n'appelaient plus les adultes par tonton, mais ils appelaient par papa. C'était un changement énorme. Je ne sais pas si c'est lié à la guerre, mais le fond de l'OCH, c'est que les relations tissées entre les gens n'ont pas eu comme fondement leur origine ethnique, mais le fait de vivre dans le quartier. Si vous prenez le quartier proche de nous qu'on appelle Plateau des 15 ans, là nous sommes appelés Mungali 3 parce qu'il y a un Mungali et le Mungali 2 c'est le Plateau de 15 ans, nous sommes Mungali 3. C'est que les gens menaient un train de vie, un mode de vie qui était assez petit bourgeois. Ils ne se fréquentaient pas. Et même de nos jours, si quelqu'un pousse un grand cri la nuit, il n'est pas certain que les gens viennent à leur secours. Bon, sauf maintenant avec le téléphone, on appelle les gens de gauche à droite. Moi, quand j'ai fait une crise, je ne sais plus en 2002, je n'avais pas de voiture à l'époque, on est venu me chercher. Je dis simplement que ce que vous entreprenez comme initiative est très important. Moi, j'ai reçu il y a plusieurs années, à l'époque où Feignon était encore maire de Poto-Poto, une invitation d'une mutuelle des enfants de Poto-Poto qui n'a jamais vu le jour. Ils étaient partis avec des ambitions absolument folles. Bon, tout ça, ça a été enterré dans les projets. Vous m'avez toujours surpris, chaque fois qu'il y a un décès d'un parent ou d'un des vôtres, vous m'avez surpris toujours par votre solidarité, à cotiser. Et si vous voulez donner donc une plus grande légalité à ce que vous faites actuellement, c'est une très bonne chose. Parce que, soit dit en passant, vous êtes resté encore le petit maillon de ce qu'on peut appeler le ciment national. Étant entendu que les gens ont maintenant comme repère leur ethnie et leur région, et de nos jours, vous vous réclamez de votre quartier, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est peut-être une dynamique de refaire un peu le tissu national. C'est très important. Moi, j'ai été un saltimbanque de la politique. J'en suis sorti et je ne crois pas revenir sur ces sentiers-là. Et vous qui voulez vous lancer dans quelque chose de plus concret, plus réel, c'est-à-dire la solidarité, pour renforcer la fraternité entre vous, c'est très important. Vous allez adopter des statuts et votre règlement intérieur. Ce n'est pas la peine de vous chamailler pour les postes. Ce n'est pas non plus l'occasion de végétariat. Il faut que vous sachiez que ce genre d'activité est essentiellement le service. Et le service demande de la disponibilité. Parce qu'on peut vous solliciter à n'importe quel moment. Peu importe votre confort et vos activités du moment. Et vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous mobiliser et de regarder ce pourquoi vous êtes interpellé.
Donc, mettez d'abord de la patience à adopter vos textes. Même pour ce qui concerne les bureaux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de postes qui étaient prévus. Contentez-vous peut-être du provisoire qui est actuellement et réfléchissez un peu sur les personnes que vous voulez désigner à des responsabilités pour gérer votre mutuelle. Le plus important, c'est la ténacité. Ça, c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Si vous adhérez, payez vos cotisations. C'est important. La machine ne peut tourner qu'avec du bon carburant. Et essayez de travailler à resserrer encore vos liens dans le quartier. Ça va sauver. Ça va sauver ce que j'ai dit, le ciment national. Tu sais, complètement désagrégé. Si vous vous retrouvez ici, parce que vos parents sont dans le quartier depuis un certain temps, c'est une bonne chose. Vous ne vous accrochez pas à d'autres quartiers comme Gwenze ou Talangaï où vous avez vos cousins Chernemin ou vos frères, mais par rapport au quartier qui vous a vu naître. Alors, ayez des projets. Beaucoup d'entre vous sont des saltabanques du numérique. Apportez la modernité dans le quartier. Créez des bibliothèques. Créer un centre de multimédia. Je disais la fois dernière que là où se trouve Dominique, ma fille, là, vous pouvez mettre des poteaux avec des couvertures, vous ouvrez un marché, pas de viande et de poisson et tout ça, fruits et légumes, 2 fois par semaine, pour donner une vie au quartier. On est quand même très surpris de voir des gens passer ici avec des légumes, mais s'il y avait un stand régulier où ils pouvaient venir vendre leurs affaires, peut-être qu'on jouerait beaucoup pour la baisse des prix. Ils nous vendent des choses parfois qui sont horribles, de très mauvaise qualité, à des prix démentiels parce que nous avons la réputation d'être un quartier de gens riches, alors que nous sommes tous retraités. Moi, j'ai passé 6 mois à consommer une pension d'1 mois avec des arrières de 28, mais je tiens. Vous savez pourquoi je tiens? La solidarité. Il existe encore des solidarités. Pour se décevoir parce que je veux parler en lingala. Je comprends Bunukutuba, mais je le parle très peu. Bon, toyawa parce que bana basali lokomoko ya malamu, balingi basala mutuelle. C'est-à-dire lingomba repesa baninga maboko. Namboko yo, déjà, namonaka que tongo moto akufaka na quartier, bana bali toujours prêt pour repesa baninga maboko. Soko tata akufi, maman akufi. Ça va cotisation, mais si ça est beaucoup plus organisé. Bon, il y a encore un monité à ma campagne. Aussi, il y a ce bateau qu'on vend na bango eli, qu'on loka bateau yamboka mon côté. Bango ba vandi na quartier, ba boti bango na quartier, ba koli na quartier, ba kosala ba na kata quartier. Mais
Et leur moko est aussi ma bango. C'est que bako sentir le cola bateau ya quartier moko. Ngai na kola ki na potopoto. Potopoto est comme un boka bateau tout. Il y avait vraiment à potopoto te. Mais bango, to yebi, bana quartier moko, balingi makambo leka na boboto. Et namoni que déjà bateau basali buté adhésion le coula plus de 100. Bon. Pas qu'on paye ça déjà motomoko ko futa 10 000. Na ramona que mbaloyo bakamba ko bonga. Voilà. Nganayi parce que bon. Ngana Komaku au CH en 83. Hein. Bon. Parce que je suis à Longola qui va quelque chose. Je suis pas mon chouchou, mais je suis allé à Koufa Karawana. Merci Mini. Ah, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu années 80. Au CH, il y a là qui, quartier Moko, Basalaki, Baégou. C'est-à-dire ba mai oko uta ya mvula ne uta na bandako eko leka na batuyo na se. Mais on est à mosala ya la mairie, ya mosala ya quartier te. Ta mosusu bateau basalaka. Moi ba association mosusu madame Elangala qui na moi association mosusu Katabana. Ba matiti mais tout ça là-bas, confiance. Maman Bako, tia l'opéto à Katiamboka. Bonsoir. Né le 12 septembre 1937 à Léopoldville, Henri Lopez a tiré sa révérence le 2 novembre 2023 à Suresnes. Écrivain, homme politique, homme de lettres, homme de culture, diplomate congolais, aujourd'hui, nous lui rendons ce digne hommage avec, sur le plateau, 3 professeurs, 3 éminences grises qui vont témoigner de l'homme, qui vont témoigner de l'homme politique, qui vont témoigner de l'homme de lettres, qui vont témoigner de l'homme de culture. J'ai cité le professeur André Patient-Bokiba. Bonjour, professeur. Bonjour. Le professeur Moukala Kadimanduzi. Bonjour, professeur. Bonjour. Et le professeur Atondi Momonjo. Bonjour, professeur. Merci, bonjour. Aujourd'hui, la simple évocation du nom Henri Lopez suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vont naturellement dans une direction totalement positive. Et vous avez connu l'homme. Vous avez fréquenté l'homme. Vous avez analysé même les textes de l'homme, de l'être qu'il est. Je ne dirais pas qu'il a été. L'artiste reste et demeure intemporel, atemporel. Professeur Atondi Momonjo Lekas, vous avez connu l'homme. Quelle vocation aujourd'hui, au moment où nous rendons cet hommage, ce digne hommage à Henri Lopez? Oui, j'ai fait la connaissance de M. Henri Lopez par l'intermédiaire d'un de ses proches amis, Delo Thomas, en 1965. Nous venions de terminer le premier congrès constitutif de l'UGEC et en me rendant chez Delo Thomas, j'ai fait la rencontre avec Lopez qui rentrait de France. Mais on avait déjà entendu parler de Henri Lopez. Son premier écho, c'était celui d'un poète. Il avait écrit un texte de resté célèbre du côté du Katanga en hommage à Patrice Emery Lumumba. Ensuite, je l'ai eu comme professeur à l'école normale supérieure. Il nous a fait l'initiation à la poésie africaine. Étant entendu que de l'enseignement supérieur à l'époque,
on ne connaissait rien de la littérature africaine. On entendait parler de ses œuvres, mais on n'étudiait pas ses œuvres. Et c'est lui qui nous a fait cette initiation-là. Ensuite, nous avions eu de sa part une confession extraordinaire parce que quand il a été en classe devant les étudiants d'histoire et géographie, il a dit « je suis marxiste ». Nous sommes en 65. Bon, c'était tout un programme. Il voulait se situer par rapport à l'idéologie régnante de l'époque. Mais ça ne pouvait pas surprendre parce que Lopez sortait de France, des rangs de l'AEC et de la FEANF, où l'idéologie du marxisme-léninisme était de mise et voulait donc rassurer les étudiants pour qu'on ne fasse pas de confusion sur ses prises de position. Il était marxiste. Nous avons eu avec lui une amitié plus littéraire et sincère parce que l'après-midi, il nous a introduit dans la connaissance de la littérature africaine, aussi bien celle qui était écrite en français qu'en anglais. Et c'est une des premières initiatives pour nous rappeler ce qu'était la négritude à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas cette polémique pour remettre en cause la négritude. On savait que c'était l'expression des écrivains noirs pour parler de leur personnalité, de leur culture, avec ses maîtres qui étaient Senghor, Léon Gontran Damas et Césaire. Donc Lopez, au niveau de l'enseignement supérieur au Congo, a été celui qui a introduit l'étude de la littérature africaine sur les bancs. D'accord. Bon, après, il a évolué vers des fonctions plus politiques parce qu'en fait, il n'a travaillé qu'1 an à l'école normale supérieure avant d'être hissé à la tête de la direction générale de l'enseignement. Merci. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, professeur Atelimo Mondjolekas. Et pour André Passion Bokiba, je voudrais revenir sur la question de l'identité. En 1965, un texte est pris par le gouvernement de Massamba Deba demandant aux gens qui étaient métis de fournir des explications sur leur origine réelle et leur affiliation avec le monde congolais. On a fait la même chose pour Dacosta et on était en train de penser que les gens qui n'étaient pas 100% congolais mais qui étaient métis étaient probablement des traîtres à l'ordre donc de l'impérialisme français. Et lui, il s'est retrouvé très attaqué. Il m'a même avoué avoir eu sa carte d'identité nationale congolaise qu'à l'avènement au pouvoir de Ngouabi en 1968. Donc, il y avait
une bagarre contre les métis dans le système de Massamba Deba. Et Lopez était dans le collimateur des gens qui cherchaient des puristes. Autre chose, quand vous parlez de sa personnalité, il a beaucoup souffert de cette situation que l'on peut d'ailleurs lire dans les romans. Et il y traduit son enracinement en évoquant les origines. On trouve le mot d'Ossio, qui serait le village d'origine de sa grand-mère, même ascendance que l'ancien ministre Osebi Douniam. On parle du roman de Ngala. On parle à un moment donné d'un petit métis qui est abandonné par son progéniteur. Mais il y a un blanc qui arrive au village et les petits-enfants le poussent. Mais va voir ton père, parce qu'il n'est pas intégré au milieu des autres enfants. Va voir ton père qui nous donne des bonbons. Donc c'est une chose qu'il a énormément vécu dans son cheminement, en fait, oui. Les gens disaient qu'il était leader de Gamboma à un moment donné. Et il a dû, surtout au moment où il évoluait dans la politique, s'appuyer aussi sur cet espace-là pour asseoir aussi ses assises, dire qu'il a quand même une base. Bon, Lopez a eu quelque chose d'extraordinaire. Il est allé au Festival des Arts Nègres à Dakar et a fait un discours, mais extraordinaire, terrible, sur la négritude de Senghor. Mais après, Lopez ne parlera plus de la négritude comme étant une grande fraternité avec le monde des Blancs, en pensant à Senghor. Il n'a plus jamais opté pour parler de la négritude. Il était devenu plus tolérant, disons plus libre comme écrivain. Et les textes qu'il a écrits, vous parlez de chercheurs d'Afrique, il cherche quoi? D'ailleurs, il y a un étudiant qui est à la recherche d'un autre. Et cet étudiant à la recherche d'un autre, quand vous cherchez les noms sont au Bangangoulou. Donc il cherche un des siens. Il cherche à s'accrocher à quelque chose de solide. Lopez, sur ce plan-là, a été un homme extraordinaire. Un homme de grande culture ouvert, n'a pas fait dans le tribalisme débridé, soulevant un drapeau pour rassembler les gens, ça c'était pas son problème. Pour la bonne raison qu'il savait que ce genre de procédé avait souvent un côté destructeur de la société et destructeur du tissu social. Il n'a jamais pratiqué ça. Merci beaucoup, professeur Anthony Momondio Leka. C'est sur cette note, nous mettons fin à cet entretien, à cet hommage que nous rendons bellement à Henri Lopez.
J'ai du mal à imaginer qu'un jour mon cœur s'arrêtera de battre. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean-Baptiste Loutard. Dans ses conversations avec Alain Brézot et Gérard Clavereux. Et je reprends cela, n'est-ce pas, pour dire qu'aujourd'hui, le cœur d'Henri Lopez s'est arrêté de battre. Mais l'homme de lettres continue de vivre.
encore trop petit. Mais moi je vois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moi, je suis né un 16 novembre. Dominique est né le 7 octobre. Et elle n'a pas pu le fêter. Et elle a dit, bon, on fera une fête commune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ici. Je vais en profiter pour dire un certain nombre de choses qui sont celles-ci. Moi, je crois que
entre mes différents frères, je suis celui qui a vécu le plus longtemps. Et peut-être que je vais enterrer tout le monde. Je reste assez optimiste. Ce que je voudrais dire devant tout le monde, c'est que si jamais que je suis rappelé à Dieu, je dois être enterré au village, pas ici. Donc Dominique, avec Kani et Maximin, vont s'occuper de ça. Je leur donnerai des détails pour ça. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que nous sommes nés des parents chrétiens et c'est très important de rester accroché à l'église ou au moins à prier. C'est très important. Moi, je suis celui qui fait l'expérience de recevoir beaucoup de grâce. Nous allons remercier ceux qui ont fait ce repas et souhaiter également de bonnes choses à tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon appétit. Merci, on t'aime, papy.